Le retour de Smart Bourse, saison 6, première émission de cette saison 6 et le retour du quart d'heure américain, comme chaque lundi, notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité économique et politique américaine et notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous à distance. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup d'être là, fidèle au poste, ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous le bilan de cet été, encore une fois, sur le plan de la politique et de l'économie américaine. Il y avait toujours des questions en début d'été pour les investisseurs. Est-ce que les questions qu'on se posait en début d'été relatives à la situation américaine ont trouvé quelques réponses, au moins, Pierre-Yves? Alors Grégoire, la saison n'est pas terminée. L'été américain termine après Labor Day, après le premier lundi de septembre. Mais on va quand même essayer de vous résumer cette saison X. Un certain nombre d'interrogations nous avaient saisis, notamment au début du mois de juillet. Et ces interrogations sont levées. En revanche, on a quelques nouvelles interrogations qui se font jour. La principale interrogation, en tout cas celle que j'ai choisie pour commencer, tient à la fin de la question qu'on se posait. Est-ce que Donald Trump veut des droits de douane pour le plaisir d'avoir des droits de douane, ou est-ce que c'est un instrument de négociation pour arracher des concessions aux partenaires commerciaux des États-Unis en vue d'accroître l'ouverture des marchés des pays qui commercent avec les États-Unis? Eh bien, en fait, c'est les deux, mon capitaine. Et le chiffre est autour de 15%, 10% pour les Britanniques, 15% pour l'Union européenne, 39% pour la Suisse. Si la Suisse n'arrive pas désespérément à proposer quelque chose, on ne sait pas pourquoi nos amis helvétiques sont à ce point persécutés par Donald Trump. Mais Donald Trump, il y a des chiffres importants qui sont tombés et qui sont validés par l'agence Standard & Poor's, qui vient de confirmer la notation américaine à AA+. Ces droits de douane rapportent 200 à 300 milliards de dollars par an. Ah ouais. Et ils vont compenser, au moins en partie, le coût exorbitant de la Big and Beautiful Bill qui a fini par être adoptée par le Congrès. Et je viens à cette deuxième interrogation. Comment est-ce que Donald Trump a fait pour faire basculer en sa faveur les quelques récalcitrants de la droite du Parti républicain et faire adopter d'un seul coup ce coup magistral d'adoption de cet énorme paquet législatif? Eh bien, il leur a dit, si vous votez contre, tout le parti est planté et on est ridiculisé et personne ne gagne. 2, attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Il y a un certain nombre de choses que j'ai entrepris et que je vais accélérer de faire au cours des prochaines semaines qui vont vous combler de joie. De quoi parle-t-on? Un renforcement dramatique des filtres du contrôle et de l'expulsion des immigrés, qui était dans le programme du président Trump et auquel la droite du parti accordait énormément d'importance, qui a littéralement arrêté l'immigration illégale aux États-Unis. Maintenant, plus personne ne le conteste. Il n'y a plus d'immigration illégale pour le moment aux États-Unis, parce qu'on a littéralement terrorisé les millions de sans-papiers qui maintenant ont peur de se faire embarquer et de se faire envoyer au mieux dans leur pays d'origine, au pire dans des centres de détention où le gouvernement fédéral finance la détention de ces immigrés dont personne ne veut, au Honduras ou en Ouganda, par exemple. Autre promesse faite à la droite du Parti républicain, un gros crackdown sur le wokisme, notamment dans les universités, avec une persécution systématique des grandes universités américaines qui, depuis trop longtemps, elles ne s'en rendaient même plus compte elles-mêmes, étaient complètement inféodées à la gauche du Parti démocrate. Voilà au moins 2 exemples. On a appris d'autres choses au cours de cet été, pendant que vous faisiez de la plongée sous-marine, Grégoire. On a appris que les États-Unis peuvent bombarder l'Iran sans que le marché pétrolier nous fasse une maladie et déclenche la Troisième Guerre mondiale. On a appris aussi on vient de le signaler avec nos invités, que les Européens, finalement, n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre et qu'ils étaient obligés d'accepter des conditions très, très dures dans ce compromis, entre guillemets, commercial avec les États-Unis. Ça fait pleurer et grincer les dents en Europe, mais franchement, qu'est-ce que Ursula von der Leyen pouvait faire de mieux que ce qu'elle a obtenu? C'est très facile de la critiquer. Je vous signale tout de même un élément que j'ai beaucoup entendu à Washington au cours des derniers jours, à
à propos du fait que l'Union européenne n'a pas obtenu dans ces négociations que le vin et les spiritueux échappent à la taxation, à la surtaxe de 15%. Certains, bien informés, me disent que si le président français s'était abstenu de se précipiter pour proclamer qu'il allait reconnaître la souveraineté de la Palestine, les Français auraient été en meilleure position de plaider leur cause. Bon, on verra comment évoluent ces dossiers commerciaux, mais effectivement, c'est le plaidoyer, la défense soutenue par Ursula von der Leyen aujourd'hui dans la presse européenne et française notamment, de dire qu'effectivement, il fallait à un moment qu'on puisse passer à autre chose et que cet accord a au moins le mérite d'exister et de ramener un peu de visibilité avec un taux de tarifs qui reste, allez, somme toute, on va le dire, acceptable dans un monde relatif, hein, où d'autres ont été taxés ou seront taxés à des niveaux bien supérieurs. Dans la série des victoires de Donald Trump, peut-être bientôt une baisse de taux de la réserve fédérale américaine. C'était tout l'enjeu du discours de Jérôme Powell vendredi à Jackson Hole, le dernier discours en tant que président de la réserve fédérale américaine, que Jérôme Powell ouvre la porte à une baisse de taux dès la prochaine réunion du mois de septembre. Le fait que ça coïncide avec la demande pressante de Donald Trump depuis des mois, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, Pierre-Yves ? Oh, je crois que c'est une coïncidence. Bien entendu, la Réserve fédérale est soumise à la pression atmosphérique qui règne à Washington. Mais écoutez, on a des Fed Funds qui sont entre 4,25 et 4,50 depuis le mois de décembre de l'année dernière. On a une consommation qui fatigue, mais qui consomme encore. On a un investissement qui faiblit sérieusement. On a un marché immobilier qui prend l'eau. On le mesure au fait que pour prendre une hypothèque à 30 ans aux États-Unis, il faut, ce qui est courant, hein, il faut payer pas loin de 7% encore, hein, 6,68, c'est énorme. Et on a une inflation qui, nous dit-on, est tombée en dessous de 3%, même s'il est en train de repartir un petit peu à la hausse. Est-ce qu'on mérite vraiment des Fed Funds à ce niveau-là? Probablement pas. L'argument fondamental défendu par Michelle Baumann et Christopher Waller, les deux gouverneurs autour de la table du comité monétaire de la Fed, qui ont été nommés par Donald Trump d'ailleurs, et qui arguent depuis des semaines qu'il faut baisser les taux, ces arguments finalement ont porté leurs fruits et on a vu la semaine dernière à Jackson Hole Jérôme Powell admettre que la thèse selon laquelle dans une période de faiblissement de la demande et de détérioration de l'emploi, la capacité des entreprises américaines à répercuter la totalité des augmentations de coûts liées aux surtaxes était faible et que la dynamique inflationniste probablement ne se mettrait pas en marche. La Fed se convertit à l'idée qu'on va avoir un sursaut des prix, mais qu'ensuite il n'y aura pas de déclenchement durable de l'inflation, ce qui nous promet, sauf grosse surprise au cours des prochains jours dans les chiffres du PCE et du CPI, ce qui nous promet une petite baisse de taux le 17 septembre lors de la prochaine réunion du comité monétaire de la Fed. Ouais. Un ajustement est possible et peut-être même souhaitable. Hein, voilà ce qu'indiquait Jérôme Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole sur la question de l'indépendance de la Fed. Pierre-Yves, il nous reste 1 minute 30. C'est vrai qu'au moment où Jérôme Powell prononçait son discours, on avait des alertes sur les écrans, des chaînes d'information financières, en l'occurrence américaines, indiquant que Donald Trump était prêt à pousser Lisa Cook, membre du directoire de la Fed, vers la sortie si elle ne prenait pas la décision elle-même de quitter le board. Il va falloir que Lisa Cook nous explique pourquoi, en quelques jours, elle a déclaré avoir 2 résidences principales, l'une dans le Michigan, l'autre en Géorgie. Est-ce que cela la discrédite totalement? Est-ce que cela mérite qu'elle soit bannie de son siège autour de la table du comité monétaire? Ça, c'est autre chose. Mais tout est bon pour faire la guerre à la Réserve fédérale dans l'esprit du président Trump. Tout ce qui peut affaiblir la Réserve fédérale à ce moment crucial de tournant de sa politique est une bonne chose. Je regrette tout de même que la question légitime de l'infaillibilité de la Réserve fédérale
ait été totalement occulté par ce débat sur les attaques extrêmement dangereuses et néfastes menées par la Maison-Blanche contre l'indépendance de la Fed. Il y a un véritable débat sur les erreurs politiques qu'a pu commettre la Réserve fédérale et M. Powell, notamment en 2021, quand il a laissé filer l'inflation. Et maintenant, on n'en parle plus. On ne parle plus que de ces attaques dangereuses menées par Donald Trump contre l'indépendance de la Fed. Oui, la Fed en mode défense, de ce point de vue-là, est soutenue par les banquiers centraux de la planète. On l'a vu à l'occasion de cette conférence et ce symposium de Jackson Hole. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain que vous retrouvez en direct dans Smart Bourse à 17h le lundi, bien sûr, et tous les autres jours de la semaine et en replay sur bismart.fr.